Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation des notes de cours du dernier chapitre d'algèbre linéaire consacré au système dynamique linéaire. L'objectif de la vidéo, c'est de présenter les deux premières sections, l'introduction et la section 2 consacrée au système dynamique linéaire à temps discret. Commencer par le temps discret, c'est une bonne manière de rentrer dans le sujet, car vous verrez que à temps discret, il y a en fait assez peu d'idées nouvelles par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, valeurs et vecteurs propres. Et je vais tout de suite au premier slide de la section 1, introduction. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit changement dans les notations par rapport au chapitre précédent. Dans ce chapitre, et précisément pour la dynamique à temps discret, on va avoir des suites définies par récurrence. Et donc on a besoin d'une notation pour l'indice de la suite. On va utiliser la notation n pour l'indice de la suite. Dans les chapitres précédents, on utilisait n pour désigner souvent la dimension de l'espace. Donc dans ce chapitre, on va utiliser d pour désigner la dimension de l'espace. Du coup, on écrira r puissance d, c puissance d, k puissance d. Et pour les suites définies par récurrence, souvent on a l'habitude de mettre l'indice de la suite en indice justement. Là on ne fera pas ça parce qu'on aura déjà l'indice pour identifier les coordonnées d'un vecteur. Du coup l'indice n, on le mettra plutôt entre parenthèses. Et donc dans tout le chapitre, on aura une matrice d fois d carré. D c'est bien la dimension qui servira à définir les systèmes dynamiques considérés. Donc associé à cette matrice A, on peut définir deux systèmes dynamiques, c'est-à-dire systèmes dont l'état peut évoluer dans le temps, système dynamique linéaire. Ces deux systèmes dynamiques ils se distinguent par le fait que le premier est à temps discret et le second est à temps continu. Temps discret, c'est le plus simple et c'est un point de vue qu'on a déjà rencontré dans le chapitre valeurs et vecteurs propres et même dans le chapitre introductif, le chapitre 9. Donc ce système dynamique à temps discret, il est défini par cette relation de récurrence qui vous dit que l'état du système au temps n plus 1, donc le temps c'est les entiers successifs, l'état du système au temps n plus 1, il est égal à l'état du système au temps n multiplié par la matrice A. Donc pour passer du temps n au temps n plus 1, on multiplie par A. A c'est une matrice carrée, donc ça définit un endomorphisme, donc on peut répéter, multiplier par A, remultiplier par A, remultiplier par A, et comme ça on passe d'une date à la date successive, qui est l'entier suivant. Et dans cette vidéo, on va parler seulement de système dynamique à temps discret. Pourtant, comme c'est écrit au-dessous, c'est principalement la dynamique à temps continu qui est notre objectif, qui nous intéresse. Mais la dynamique à temps discret, c'est une très bonne introduction parce que c'est à la fois formellement très similaire, ça présente beaucoup d'analogies et en même temps c'est nettement plus simple. Donc on va démarrer par ça. À temps continu, je ne vais pas en dire beaucoup puisque ça fera l'objet des autres vidéos. Mais voyez, le temps est continu et donc le système, ça devient une sorte d'équation différentielle, mais c'est une équation différentielle qui porte sur toutes les composantes du vecteur grand X qui est dans k puissance d. Il y a des composantes. Donc, on appelle ça un système différentiel. On verra qu'on peut le voir comme d équations différentielles, d la dimension, d équations différentielles couplées. Et vous reconnaissez ces notations du premier semestre sur les équations différentielles, mais ça fera l'objet des autres vidéos. Dernier slide sur cette introduction, R ou C. Et dans ce slide, il est dit que ce qui nous intéresse, c'est la dynamique sur R, donc dans RD. Donc l'évolution, si vous voulez, des solutions, des trajectoires, leur comportement asymptotique, dans RD, pour
des conditions initiales réelles, des solutions réelles. Pourquoi? Avant de dire pourquoi, donc pour des matrices à coefficients réels. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus utile pour les applications pratiques. Et pourtant, vous allez le voir, on sera obligé d'aller regarder ce qui se passe en complexe. C'est-à-dire d'aller regarder la dynamique sur C puissance D et pas R puissance D, et pour des matrices à coefficients dans C et pas dans R. Et c'est pas par plaisir, et c'est même pas par intérêt spécifique pour la dynamique complexe, puisque ce qui nous intéresse au final, l'objectif, c'est bien de comprendre la dynamique réelle sur RD, mais on sera obligé d'aller regarder en complexe parce que les matrices, même à coefficient réel, elles peuvent avoir des vecteurs propres complexes non réels, des valeurs propres et des vecteurs propres complexes non réels. Autrement dit, elles peuvent être diagonalisables sur C et pas sur R. On l'a vu dans le chapitre précédent. Dans ce cas-là, ce sera toujours intéressant de diagonaliser. Ça aidera à comprendre la dynamique, comme on l'a déjà vu dans des exemples quand c'était diagonalisable sur R. Même sur C, ce sera encore intéressant de diagonaliser. Mais une fois qu'on aura diagonalisé, la matrice diagonale, elle, ce sera bien une matrice à coefficients complexes. Et le changement de base associé, il fera intervenir des vecteurs propres complexes. D'où le fait que, même si l'objectif c'est bien de comprendre la dynamique sur R, dans la présentation du cours, souvent on écrira K égale R ou C, parce qu'on aura besoin de dire des choses qui nous serviront aussi pour la dynamique complexe à laquelle on sera contraint de s'intéresser via ce procédé de diagonalisation quand il y aura des valeurs propres complexes. Et on a déjà terminé pour cette première section introductive. Et donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, la dynamique à temps discret. Dans ce premier slide, on a juste redéfini le problème auquel on s'intéresse, qui est de comprendre la dynamique des solutions de cette relation de récurrence qui consiste, pour passer du temps n au temps n plus 1, à multiplier par a. Donc l'état du système à un instant n donné, c'est le vecteur grand X de n, avec ses d coordonnées, x1, xd de n, à l'instant n donné. Et l'état du système au temps n plus 1, il ne dépend que de l'état du système au temps n, et il est obtenu en multipliant cet état du système au temps n par a. Cette relation de récurrence, si on l'écrit coordonnée par coordonnée, on peut la voir comme un système de relations de récurrence couplées. Couplées, puisque la valeur de chacune des coordonnées au temps n plus 1 dépend de cette coordonnée au temps n et aussi des autres coordonnées au temps n. Bon, si tout ça vous paraît assez creux, c'est parfait, ça veut dire que vous comprenez ce dont on parle. Et pour continuer dans le creux, il y a cette définition un peu formelle de ce que c'est qu'une solution. Une solution, c'est une suite x de n qui vérifie la relation de récurrence pour tout entier n. A priori, c'est plutôt sur les entiers positifs, les entiers naturels, mais vous verrez que si la matrice A est inversible, on pourra aussi regarder les entiers négatifs. Alors, à temps discret, c'est assez creux, cette notion de solution, elle est assez évidente, mais la raison pour laquelle on a quand même écrit cette définition, c'est qu'on aura la même définition à temps continu, et là, à temps continu, ce sera beaucoup plus utile, cette notion de solution, ce sera plus délicat de d'énoncer, de justifier l'existence et l'unicité des solutions. On passe au slide suivant. Et le slide suivant, il nous donne une proposition pratiquement évidente, qui est une expression générale, formelle, des solutions.
elle est évidente à temps discret, à temps continu, ce sera une autre affaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on insiste pour écrire ces choses même assez évidentes et bien les formaliser. C'est pour faire après une comparaison avec le temps continu. À temps discret, si pour passer du temps n au temps n plus 1, il faut multiplier par a, eh bien pour passer du temps 0 au temps n, eh bien, il faut multiplier par a puissance n. Voilà, proposition toute bête et facile à démontrer par récurrence sur n. Donc, l'expression formelle des solutions, à partir d'une condition initiale x0, qui va être la valeur de x de n pour n égale 0, eh bien, pour trouver la solution à la date n, il suffit de multiplier la condition initiale x0 par a puissance n. A priori, ça c'est pour au moins pour les entiers positifs ou nuls, mais si a est inversible, eh bien l'expression précédente et la notion de solution s'étend aux entiers n relatifs, c'est-à-dire qui peuvent être positifs mais également négatifs, donc aux entiers n dans l'ensemble z des entiers relatifs. Donc vous avez une solution à la fois dans l'avenir et dans le passé, unique si a est inversible. Si a n'est pas inversible, vous l'avez seulement dans l'avenir. Et mine de rien, on a déjà traité cette première sous-section. Et on va, comme pour l'instant, probablement ça vous paraît quand même un petit peu formel, même si pas très difficile, un petit peu formel, on va tout de suite rentrer dans du plus concret en allant regarder le cas qui va être très simple à traiter d'une matrice diagonale. Avant de faire ça, je vous propose d'aller regarder un petit peu plus loin dans cette section 2, juste pour vous rassurer sur vers où on va. On va vers des choses que vous connaissez en fait déjà en grande partie. Parce que vous voyez, bon, on va parler de mode propre. Ça va vous rappeler les équations différentielles du premier semestre, mais ce sera assez simple, vous verrez. Et ensuite, une fois qu'on aura traité le cas diagonal et la notion de mode propre, on traitera le cas diagonalisable. Et dans le cas diagonalisable, qu'est-ce qu'on va retrouver à votre avis? On y va tout de suite. On va retrouver toujours le même dessin, la figure qu'on avait vue dès le chapitre 9 introductif en TD, et dans lequel on avait déjà en fait diagonalisé une matrice A en une matrice D, et grâce à la diagonalisation, on avait décrit la dynamique à temps discret, on avait à la fois exprimé les solutions et décrit leur comportement grâce à la diagonalisation. Donc on ne va pas faire grand chose de plus dans cette section. Donc d'une certaine manière, c'est juste une revisite et une formalisation d'idées que vous avez déjà en tête en fait. On revient au sommaire. Et donc on va voir le cas d'une matrice diagonale. Nous y voilà. A est une matrice diagonale. Évidemment, dans ce cas-là, le système de relations de récurrence qu'on avait vu précédemment, le système général dans lequel l'évolution des différentes coordonnées était couplée, et bien dans le cas diagonal, l'évolution elle est découplée. Évidemment, le système il prend une forme beaucoup plus simple puisque chaque coordonnée est transformée par une multiplication scalaire par le coefficient diagonal. Et donc la valeur de chaque coordonnée à la date n plus 1 ne dépend que de la valeur de cette coordonnée à la date n et pas des autres. D'où le qualificatif découplé. Si vous prenez la première coordonnée, à chaque itération, elle est multipliée par lambda 1. Donc au bout de n itérations, elle va être multipliée par lambda 1 puissance n. De toutes les façons, l'expression de a puissance n, qui nous sert à décrire formellement la dynamique, ça se calcule très facilement, puisque quand vous multipliez une matrice diagonale par une autre matrice diagonale, ou là encore plus simple par elle-même, il suffit de multiplier les coefficients diagonaux, chacun avec lui-même, quoi. Et donc vous avez une expression explicite des solutions en fonction de la condition initiale. Chaque coordonnée de la condition initiale est multipliée par le coefficient diagonal, on pourrait appeler ça une valeur propre, à la puissance n si c'est autant n.
Bon, faut pas que je reste trop longtemps parce que vous allez vous ennuyer. On passe au slide suivant. Plutôt, on revient au sommaire pour voir où on en est. Donc, on a traité le cas d'une matrice diagonale et on va attaquer cette sous-section qui n'est pas la plus marrante, mais on va essayer de pas trop. On va essayer de la passer tout en douceur. Cette sous-section porte sur la structure de l'espace des solutions. L'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire. L'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension D. Si ça vous rappelle des titres de sous-section, de section du chapitre équation différentielle, c'est bon, vous avez raison. C'est effectivement exactement les mêmes notions, même si c'est à temps discret. Donc normalement, dans votre cerveau, il devrait y avoir un sentiment de curiosité et de satisfaction de vous dire « Ah, ces choses qui étaient quand même un peu abstraites ou un peu difficiles à saisir dans le cours sur les équations différentielles, dans le cas d'une dynamique à temps discret, c'est quand même assez simple formellement, donc je devrais arriver à comprendre. » C'est j'espère ce qui va se passer. Et donc, porté par cette motivation, on y va tout de suite. Et donc, premier paragraphe, l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire. C'est presque plus difficile de comprendre ce que ça veut dire que de le démontrer. La démonstration va être très simple, ça va être une vérification automatique. Ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez deux solutions, donc deux solutions, c'est une solution x de n et une solution y de n de la relation de récurrence 1. Là voilà, la relation de récurrence 1, c'est toujours, on multiplie par a pour passer du temps à n au temps n plus 1. Et bien si vous prenez deux telles solutions, entre guillemets, on les a appelées solutions à nouveau, ce sera pour faire le dictionnaire à la relation, à la correspondance avec le temps continu. Et si alpha et bêta sont deux scalaires, réels ou complexes, ça dépend si on est sur R ou sur C, et bien une combinaison linéaire pondérée par alpha et bêta, avec coefficient alpha et bêta, de ces deux solutions est encore solution, toute combinaison linéaire. Pourquoi c'est vrai ça? Vous pouvez le vérifier. Soit vous le vérifiez en remplaçant ça dans la relation de récurrence 1, vous vérifiez que ça marche encore. Soit vous le vérifiez d'après l'expression générale des solutions qui consiste à multiplier les conditions initiales par a puissance n. Bon, dans les deux cas, ça fait une vérification automatique. Et dans les deux cas, ce qui fait marcher cette proposition, c'est la linéarité de la relation de récurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la linéarité, c'est que pour passer de l'état du système au temps n à l'état du système au temps n plus 1, on multiplie par une matrice A. Ça, c'est bien une transformation linéaire. Si c'était une relation de récurrence avec des formules qui ne seraient pas linéaires, avec des exposants au carré, des choses comme ça, cette proposition ne serait plus vraie si ce n'était pas linéaire. Donc c'est bien la linéarité qui garantit que cette proposition est vraie. On passe au slide suivant. Puisque l'espace des solutions l'ensemble des solutions est stable par combinaison linéaire, c'est que cet ensemble des solutions est un espace vectoriel. Et qui plus est, alors le fait que ce soit un espace vectoriel, c'est juste une conséquence formelle du fait que, directe du fait que c'est stable par combinaison linéaire. Et en plus, on va préciser la dimension. La dimension de cet espace vectoriel, ça va être D, c'est-à-dire ça va être la dimension de l'espace dans lequel on considère la relation de récurrence. Pourquoi de dimension D? Alors, c'est démontré au-dessous, mais la raison fondamentale, c'est que une solution, elle est déterminée par sa condition initiale, x de 0. Et l'espace des conditions initiales, c'est l'espace de toutes les positions possibles de la condition initiale, c'est k puissance d. Et donc il est de dimension d. Et donc, à partir d'une base epsilon 1, epsilon d de k puissance d, et en multipliant par a puissance n et en prenant les suites, a puissance n de ces vecteurs de base, en fait vous obtenez une base de l'espace des solutions. Et je ne commande pas plus, je vous laisse vérifier les détails. Donc il y avait cette petite coquille là que je vais corriger, epsilon 1, epsilon d. Toute condition initiale définit une unique solution, toute solution est définie par une unique condition initiale. L'espace des solutions a même dimension que l'espace des conditions initiales. Et cette dimension, c'est la dimension de l'espace, c'est d.
Et on a déjà terminé cette sous-section qui n'était pas la plus plaisante, un peu formelle, sur la structure de l'espace des solutions. Et donc, on va pouvoir aborder la sous-section suivante, mode propre. Et bonne nouvelle, on va enfin comprendre ce qui se cachait derrière ce terme mode propre lorsqu'on l'a utilisé pour décrire les solutions de base d'équations différentielles linéaires au premier semestre. On va tout de suite à la définition. La définition d'un mode propre, elle est là. C'est simplement une solution qui a pour condition initiale un vecteur propre, ou bien on peut dire qui se trouve dans la direction d'un vecteur propre. Si V est un vecteur propre, pour une valeur propre lambda, alors quand on prend l'image de V par A, ça multiplie V par le facteur lambda, et le vecteur lambda V, eh bien, il est collinaire à V. Donc il est encore vecteur propre pour la même valeur propre lambda. Il est encore dans l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc si vous recommencez, si vous reprenez l'image de ce vecteur par la relation de récurrence, c'est-à-dire par A, eh bien, ça va le remultiplier par le même facteur lambda. Et si vous appliquez A n fois, eh bien, ça va multiplier V par lambda puissance n. Voilà. Donc là, il y a une petite démonstration toute simple par récurrence, mais qui est écrite ici, que cette suite lambda puissance n fois V est une solution de la relation de récurrence. C'est la solution qui a pour condition initiale le vecteur V, vecteur propre, pour la valeur propre. Lambda, à chaque itération, vous multipliez par lambda. Donc lambda puissance n V est bien solution. D'ailleurs, au passage, c'est même une solution pour n positif ou négatif si lambda est non nul. Si lambda est nul, c'est que pour n positif, bien sûr, mais si lambda est non nul, on peut aller dans les n négatifs, ça fait une solution pour tout entier n dans Z. Et voilà donc la définition d'un mode propre à temps discret. À temps continu, la forme sera un petit peu différente, puisque à la place du lambda puissance n, on aura du e puissance t lambda, exponentielle de t lambda. Et les modes propres qu'on a vus au premier semestre dans le chapitre équations différentielles, ils correspondent bien à la même notion de mode propre qu'on a défini ici, mais à temps continu. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on est à temps discret. On passe au slide suivant. Et comme on l'avait fait pour les équations différentielles au premier semestre, on va définir 3 catégories de modes propres, enfin 2 catégories principales et puis une catégorie intermédiaire. Alors il y a 2 terminologies possibles, mais donc première catégorie, mode propre attractif ou stable, deuxième catégorie répulsif ou instable, et la troisième catégorie qui est entre les deux autres en fait, indifférent ou neutre. Avec une petite coquille, c'est bien égal ici, je corrige ça sur le drive. Alors, comme pour les équations différentielles, ces 3 catégories sont définies en fonction du comportement asymptotique du mode propre, c'est-à-dire de cette solution, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Plus exactement, ce qu'on va regarder, c'est la taille de la solution, c'est-à-dire la distance à l'origine de l'espace, à l'origine de k puissance d. Est-ce que cette taille tend vers 0? Est-ce qu'on tend vers l'origine, dans l'avenir, ou dans le passé, ou ni dans l'avenir, ni dans le passé? Alors, cette distance à l'origine, elle est mesurée par le module de cette solution, de lambda puissance nv, et ce module, à chaque itération, il est multiplié par lambda. Et donc, naturellement, si le module de lambda est strictement plus petit que 1, à chaque itération, le module de la solution est multiplié par un facteur strictement plus petit que 1, et donc il tend vers 0 dans l'avenir. Si c'est le cas, on dit que le mode est attractif ou stable. C'est très naturel, intuitif, c'est assez facile. Si à l'inverse, le module est strictement plus grand que 1, alors à chaque itération
vers l'avenir, le module est dilaté d'un facteur lambda, mais si le module est strictement plus grand que 1, lambda n'est pas nul, donc on peut aussi regarder lambda avec des exposants négatifs, on peut revenir en arrière dans le passé, et à chaque fois qu'on revient d'un temps, d'une unité dans le passé, eh bien, le module est contracté d'un facteur 1 sur lambda. Donc dans ce cas-là, lambda, module de lambda strictement plus grand que 1, vers l'avenir, le module est dilaté, dilaté, dilaté. Dans le passé, quand on revient en arrière dans le passé, le module tend vers 0, donc la solution tend vers l'origine de l'espace. Et puis dernier cas, si le module est égal à 1, eh bien, à chaque itération, le module est inchangé. Ça ne veut pas forcément dire que la solution est inchangée. Lambda pourrait être égal à moins 1, ou bien pourrait être un nombre complexe de module 1, mais en tout cas, le module de la solution est inchangé à chaque itération. Et donc dans ce cas-là, une solution qui ne serait pas nulle au départ, eh ben, elle ne tend ni vers l'infini, ni vers 0, ni dans le passé, ni dans l'avenir. On dit à ce moment-là, elle reste de module constant. Donc on dit à ce moment-là que le mode est indifférent ou neutre. Bien sûr, on aura de nouveau la même trichotomie à temps continu, mais ce ne sera pas lié au module de la valeur propre, ce sera lié à sa partie réelle, ce qu'on avait déjà vu en équation différentielle. Un petit point rapide sur le sommaire. On a défini ce que c'était qu'un mode propre et ce que c'était qu'un mode propre attractif, répulsif, indifférent. On va au paragraphe suivant, décomposition à mode propre. Seulement dans le cas diagonalisable lorsqu'il existe une base de vecteurs propres. On y va. Alors ce qu'on a vu dans la proposition 2, c'est celle-là. C'est qu'une combinaison linéaire de deux solutions, mais du coup aussi plus que deux solutions, est encore solution. Et donc, d'après cette proposition 2, toute combinaison linéaire de mode propre est encore solution. Donc, non seulement on a des solutions particulières, les modes propres, dans chaque direction propre, mais on peut les combiner linéairement pour faire plein d'autres solutions. La question c'est, avec ça, est-ce qu'on arrive à faire toutes les solutions ? La réponse c'est malheureusement pas toujours, mais en tout cas oui, si la matrice A est diagonalisable. Alors c'est exactement ça que dit cette proposition. Et c'est une assertion qui est assez naturelle. Hein. Si la matrice A est diagonalisable, alors les vecteurs propres forment une base de l'espace. Et bien, ce que nous dit cette proposition, c'est que dans ce cas, les modes propres forment une base de l'espace des solutions. Et une raison supplémentaire pour laquelle cet énoncé est très naturel, c'est que vous vous souvenez, l'espace des solutions, c'est un espace vectoriel qui a la même dimension que notre espace ambiant K puissance D. Et donc, moralement, si on a suffisamment de vecteurs propres pour faire une base de l'espace, on va avoir suffisamment de modes propres pour faire une base de l'espace des solutions. Alors, jetons un petit coup d'œil à la démonstration. Si A est diagonalisable, c'est qu'il y a une base de vecteurs propres, V1, VD. On va noter lambda, lambda D, les valeurs propres associées. Et associé à ces vecteurs propres, vous avez D, la lettre D, mode propre. Hein, le nombre D, qui correspond à la dimension, D, mode propre. Les voilà. Et on va montrer que ces modes propres forment une famille génératrice et libre, c'est-à-dire qu'elles permettent génératrice et libre de l'espace des solutions, c'est-à-dire qu'elles permettent de générer n'importe quelle solution et de la générer de manière unique. En fait, excusez-moi, comme on sait que l'espace des solutions est de dimension D, il suffit de montrer soit génératrice, soit libre. En fait, l'un des deux suffit pour montrer que c'est une base. Puisqu'on sait déjà que la dimension de l'espace des solutions, c'est D. Et en fait, on pourrait montrer les deux, soit libre, soit génératrice. Dans la démonstration, on a choisi de montrer génératrice parce que c'est peut-être un petit peu plus éclairant. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une solution quelconque n de Xn, de la relation de récurrence, et on a regardé les coordonnées de la
condition initiale x autant 0, mais pas dans la base canonique, dans la base de vecteurs propres, dans la nouvelle base. Donc ces coordonnées, on les a appelées u égale u1 ud. Et en prenant une combinaison linéaire de nos modes propres avec les coefficients de la combinaison linéaire qui sont ces coordonnées u1 ud, qu'est-ce qu'on a? On a une solution, et à n égale 0, cette solution, elle vaut précisément x de 0. Vous voyez, puisque u1v1 plus udvd, par définition, des coordonnées dans la nouvelle base, ça vaut x de 0. Et donc en prenant cette combinaison linéaire des modes propres, on a une solution qui a la même condition initiale que celle-là. Et donc, si elles partent de la même condition initiale, ces deux solutions, elles sont égales. Et donc, on a réussi à exprimer x de n comme une combinaison linéaire. X de n est égal à cette combinaison linéaire des modes propres. Vous voyez? Donc, en résumé, si la matrice est diagonalisable, si on prend une base de vecteurs propres, les modes propres associés forment une base de l'espace des solutions. Et vous le sentez, à temps continu, ce sera vraiment exactement la même argumentation. La seule différence, c'est que les modes propres s'exprimeront avec des exponentielles de t lambda 1, t lambda d, au lieu de lambda 1 puissance n, lambda d puissance n. Donc on a montré que notre famille était génératrice, et elle est libre parce qu'on sait a priori que la dimension vaut d. On aurait aussi pu montrer que cette écriture de la solution comme une combinaison linéaire des modes propres, il n'y a pas d'autre choix que ce choix des coordonnées, précisément parce que les vecteurs V1, VD forment une base de l'espace. Donc on n'a pas le choix pour exprimer les coordonnées de la condition initiale dans la nouvelle base en fait. Donc en fait, le fait que ce soit une base, vous voyez, il y a plein de raisons qui s'entrecroisent et qui se complètent pour le montrer. Et donc là, on a une idée en fait, normalement relativement simple dans ce contexte à temps discret, mais fondamentale, qui est que un système linéaire, lorsque la matrice est diagonalisable, eh ben, on peut décomposer les solutions, on peut écrire n'importe quelle solution comme combinaison linéaire de modes propres. Ça, c'est vraiment une idée fondamentale pour décrire le monde réel. Un petit passage par le sommaire. Donc, on a fait la décomposition en mode propre dans le cas diagonalisable, et on va aux critères de stabilité, toujours dans le cas diagonalisable. Et là, on va dire quelque chose de vraiment très simple, c'est cette proposition, critères de stabilité à temps discret. Et cette proposition, elle nous donne une condition nécessaire et suffisante, puisqu'il y a équivalence à chaque fois, équivalente, équivalente, équivalence. Donc une condition nécessaire et suffisante pour que, alors dans le premier cas, pour que toutes les solutions tendent vers 0 dans l'avenir, ou dans le deuxième cas, pour que toutes les solutions tendent vers 0 dans le passé. Voilà, c'est plutôt ici. Toutes les solutions tendent vers 0 dans l'avenir, ou toutes les solutions tendent vers 0 dans le passé. Bon bah, toutes les solutions tendent vers 0 dans l'avenir, si et seulement si, tous les modes propres sont attractifs ou stables, c'est la même chose. Et toute solution tend vers 0 dans le passé, si et seulement si, tous les modes propres sont répulsifs ou instables. Autrement dit, instables. Bon, la justification est très simple. Un seul mode propre qui ne se comporterait pas bien au sens de ce qu'on veut avoir là pour notre équivalence suffit à faire une solution qui justement n'a pas ce comportement. Et réciproquement, si tous les modes propres ont ce comportement-là, comme toute solution est combinaison linéaire de modes propres, si tous les modes propres ont ce comportement-là, toute solution aura aussi ce comportement-là. La démonstration est vraiment très simple. Donc cette proposition, c'est juste pour illustrer le fait qu'on a un critère de stabilité pour l'ensemble des solutions à l'aide de la stabilité de chacun des modes propres, dans l'avenir et dans le passé. Bien sûr, si vous prenez une matrice au hasard, vous pouvez avoir à la fois des modes propres stables, attractifs, et des modes propres instables, répulsifs, en général. Dernière remarque, mais qui n'est pas au programme, c'est une remarque complémentaire, c'est que ce critère de stabilité, par critère de stabilité, on entend en fait les deux équivalences, donc l'énoncé de la proposition. Donc en fait, la proposition elle-même, qui est énoncée sous l'hypothèse que la matrice A est diagonalisable, cette proposition, ce critère de stabilité, est encore valable, même si A n'est pas diagonalisable. Donc moralement, encore une fois, on ne va pas traiter vraiment ce cas-là, non diagonalisable, ce n'est pas au programme, mais moralement, à travers cette remarque, on veut juste dire que
Bien sûr, si A n'est pas diagonalisable, il n'est pas vrai que toutes les solutions s'écrivent comme une combinaison linéaire de mode propre. C'est un petit peu plus compliqué, mais pas au point de changer ce critère de stabilité qui est suffisamment robuste pour être encore valable, même dans le cas non diagonalisable. Voilà une petite remarque en passant. Hein. Donc si on retourne au sommaire, ça c'est fait, et on va pouvoir aller au changement de base et diagonalisation. Alors on va le faire en 2 étapes. D'abord changement de base, puis diagonalisation, parce qu'un changement de base, on peut le faire même si la matrice n'est pas diagonalisable, pour simplifier la matrice, même si on ne peut pas la diagonaliser. Et puis, si on peut la diagonaliser, ce sera diagonalisation, et on verra que la diagonalisation, ce sera en fait une revisite de ce qu'on a dit dans cette sous-section ici, sur la décomposition des solutions en mode propre dans le cas diagonalisable, dans le cas où il existe une base de vecteurs propres. On va revisiter le même principe, mais du point de vue changement de base. Et bien on y va tout de suite avec d'abord le changement de base, sans parler de diagonalisation. Alors, d'abord, changement de base, sans diagonalisation. Vous voyez, c'est ce slide et le suivant. Vous voyez, ces 2 slides, vraiment, j'ai envie de dire, de notation et d'outils. Il n'y a pas de d'énoncé, il n'y a pas de résultat. Et le but, c'est juste de formaliser, en fait, la formulation de la relation de récurrence dans les nouvelles coordonnées. Dans les anciennes coordonnées, c'est celle qu'on avait écrite au début, c'est xn plus 1 égale a x de n. Et on va juste réécrire la même relation de récurrence, mais dans les nouvelles coordonnées. Et essentiellement, c'est des notations. Et un changement de base, vous savez ce que c'est. On a la base de départ, ça va être la base canonique de k puissance d. Et puis on va prendre une nouvelle base V1VD, voilà, qui est notée ici. V1VD, une nouvelle base. Et puis une matrice de passage P de la base canonique vers la nouvelle base. Et puis ici, x d'une part et u d'autre part représentent les coordonnées d'un même vecteur d'une part dans la base canonique et d'autre part dans la nouvelle base, alors on sait, et on l'avait vu dans le chapitre matrice, que ces 2 jeux de coordonnées d'un même vecteur sont reliés par la formule les anciennes en fonction des nouvelles, c'est-à-dire x égale pu, ou de manière équivalente, en multipliant par p-1, p-1x égale u. Et au passage, comme ce slide est manque un peu de figure, on peut tout de suite anticiper sur le cas diagonalisable, on avance de 2 slides, et hop, on retrouve notre figure rassurante qui permet de bien voir les choses, même si c'est c'est un cas spécifique diagonalisable, mais on permet de voir ce qu'on est en train de faire. Changement de base, nouvelle base, base canonique, matrice de passage. Hein, c'est le fameux, toujours la même figure qui nous suit, qui nous poursuit depuis le TD du chapitre 9 introductif. Et ce que cette figure illustre, c'est que multiplié par A dans les anciennes coordonnées, l'action de la matrice A, multiplier les coordonnées par la matrice A dans les anciennes coordonnées, c'est la même chose que de multiplier par la matrice P-1AP dans les nouvelles coordonnées. Ici, P-1AP est diagonale, puisque c'est une diagonalisation, mais si on revient 2 slides en arrière, on aura le même principe, mais avec une matrice ici qui n'est pas forcément diagonale. Vous voyez? Donc ici, la matrice obtenue par le changement de base, donc qui vaut P-1AP, on l'a noté B, la matrice de la même transformation, mais dans les nouvelles coordonnées. Et naturellement, alors tout ça, vous pouvez suivre vraiment de manière à la fois formelle, mais en même temps c'est assez intuitif, bien sûr. Cette matrice B, elle correspond à la transformation dans les nouvelles coordonnées. Donc la relation de récurrence dans les nouvelles coordonnées, elle s'écrit à la date n plus 1, U, coordonnée dans la nouvelle base, vaut B, U de n. Et vous pouvez formaliser toutes ces relations entre les coordonnées et leur transformation entre les dates n et n plus 1 et les matrices A et B en combinant toutes ces formules. Et tout ça n'est rien d'autre que formaliser ce que vous voyez concrètement sur cette figure. Et donc, voici la justification de ce qui est formulé ici.
la relation de récurrence dans les nouvelles coordonnées, équivalent, 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 la relation de récurrence, excusez-moi, là c'est dans les anciennes coordonnées ici, équivalence, équivalent, équivalent, la relation de récurrence avec la matrice B ici, dans les nouvelles coordonnées. Et si on va au slide suivant, eh ben, l'expression des solutions en fonction de la condition initiale, qui est obtenue en multipliant la condition initiale par A puissance n dans les anciennes coordonnées, ben, elle va être obtenue en multipliant par un B puissance n dans les nouvelles coordonnées. Quel est le bénéfice de tout ça? Ben, c'est que la matrice B peut avoir une forme plus simple que la matrice A. Et donc ça peut être beaucoup plus simple de donner une solution explicite et même de comprendre le comportement de la solution dans la nouvelle base. Et ça, on l'avait vu dès le chapitre introductif dans le cas diagonalisable en dimension 2. Donc ça peut permettre, ce changement de base, de calculer plus facilement les solutions dans la nouvelle base, de comprendre plus facilement leur comportement, et aussi, éventuellement, si on le veut vraiment, de calculer éventuellement les solutions aussi plus facilement dans l'ancienne base, puisqu'on peut exprimer A puissance n en fonction de B puissance n avec cette formule. Évidemment, quand on fait agir A d'un côté, c'est comme faire agir B de l'autre. Donc, comme A et B sont reliés par le changement de base, A puissance n et B puissance n sont aussi reliés par le même changement de base. Algébriquement, ça s'écrit en voyant que les P-1P s'éliminent, il ne reste plus que P, B puissance n, P-1. Et donc pour terminer, c'est ce que j'ai écrit au-dessous, l'expression des solutions est plus simple sous la seconde forme si la matrice B a une formule simple, en particulier si elle est diagonale. D'où l'intérêt d'être en mesure d'effectuer un changement de base. Dans le cas diagonalisable, on l'a déjà beaucoup évoqué puisqu'on a fait des allers-retours. Donc en dimension 2, c'est illustré par ce dessin et on l'avait fait dans ce cas particulier. En dimension n, eh bien, la matrice obtenue par le changement de base P-1AP, on la note D puisqu'elle est diagonale, et D puissance n, qui est ici, a cette forme très simple des coefficients diagonaux mis à la puissance n, et donc A puissance n qui vaut P, D puissance n, P-1, on peut la calculer explicitement. Et donc on a ce double bénéfice à la fois en termes de compréhension de la dynamique et en termes d'expression explicite des solutions. On revient au sommaire. On a fini pour ces deux paragraphes. Et on n'a plus qu'une sous-section à traiter, mais qui est importante parce que ça va être la version temps discret de ce qu'on va faire dans les vidéos suivantes à temps continu pour faire le lien entre équation scalaire d'ordre 2, vous voyez, scalaire d'ordre 2, mais équation différentielle, ce sera à temps continu, scalaire d'ordre 2, et matrice compagnon. Matrice compagnon, vous vous souvenez, c'est quelque chose qui était un terme qui était déjà présent dans le cours équation différentielle. Donc ce lien-là, on va le faire à temps continu dans les vidéos suivantes, mais pour l'instant, pour s'échauffer en quelque sorte, on va le faire à temps discret, où c'est un peu plus simple. On y va. On y est, et là, vous voyez, il faut que vous compreniez cette section vraiment en imaginant ce que ça va être quand on va passer à temps continu. Quand on va passer à temps continu, on aura une équation différentielle d'ordre 2, la version, une équation différentielle scalaire d'ordre 2, comme au premier semestre. La version temps discret de ça, c'est ce qu'on a écrit ici, c'est une relation de récurrence scalaire d'ordre 2, c'est-à-dire dans laquelle les petites x indice n, c'est des scalaires, disons réels, excusez-moi, réels ou complexes. Et la relation de récurrence, elle nous donne x indice n plus 2 en fonction de x indice n plus 1 et de xn. Et c'est linéaire, c'est une combinaison linéaire de xn plus 1 et xn. Alors les notations AB, on n'a pas repris les notations gamma et kappa des équadifs parce que là, on n'a pas les mêmes interprétations pour ces deux termes, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on va associer à cette relation de récurrence scalaire d'ordre 2 une relation de récurrence vectorielle avec deux composantes d'ordre 1. Et ça va être le système de relation de récurrence associé à la matrice, cette matrice-là, qu'on appelle matrice compagnon, associée à la relation de récurrence, celle-là. Pour l'instant, c'est juste une définition. Voilà ce que c'est la matrice compagnon. Vous voyez avec les deux coefficients A et B associés à cette relation de récurrence d'ordre 2 scalaire. Et à cette matrice compagnon, on associe le système
le système de relation de récurrence, toujours le même, obtenu en multipliant par A. Et donc il prend cette forme-là. Et la proposition qu'on va énoncer au slide suivant, c'est que ces deux relations de récurrence, scalaires d'ordre 2, vectorielles à deux composantes d'ordre 1, sont équivalentes en un certain sens, au sens où toute solution de l'un va être en correspondance avec une solution de l'autre, disons, et on va à la proposition suivante pour formuler précisément cette équivalence. On y va. Alors voilà la proposition qui formule cette équivalence, et comme promis, cette proposition nous dit qu'à toute solution de l'équation scalaire, on fait correspondre une solution du système, et à toute solution du système, on peut faire correspondre une solution de l'équation scalaire. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est très simple. Passer d'une solution x indice n de l'équation scalaire à une solution du système, il suffit de rajouter une deuxième composante qui est juste x indice n plus 1. Et réciproquement, à partir d'une solution du système, pour obtenir une solution de l'équation scalaire d'ordre 2, il suffit de garder seulement la première composante. Donc c'est bien deux transformations inverses l'une de l'autre. Et ensuite, la démonstration du fait que, à chaque fois, en passant de l'équation scalaire vers le système ou du système vers l'équation scalaire, on garde une solution de l'autre relation de récurrence, c'est une vérification automatique que je vous laisse vérifier au-dessous. C'est pas la peine que je commande plus, mais c'est très simple. C'est vraiment une simple vérification automatique. Bilan des courses, si on revient au slide précédent, les outils qu'on a développés pour étudier ces systèmes de relations de récurrence, on peut les appliquer pour étudier les relations de récurrence scalaire d'ordre 2. Et qu'est-ce que c'est ces outils? C'est essentiellement changement de base, diagonalisation. On y va. Alors si au lycée vous avez fait un peu des relations de récurrence scalaire, vous avez introduit ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la relation de récurrence scalaire. C'est une équation de degré 2 dans laquelle on remplace dans laquelle en fait on cherche une solution sous la forme lambda puissance n, comme ça, cette forme-là, lambda puissance n. Et donc en remplaçant dans l'équation, dans la relation de récurrence, on tombe sur une équation du deuxième ordre en lambda. Et cette équation caractéristique, qui formellement est la même équation caractéristique d'ailleurs que pour une équation différentielle linéaire à coefficient constant d'ordre 2, cette équation caractéristique, je vous laisse le vérifier, elle a la même forme que l'équation qui donne les racines du polynôme caractéristique de la matrice compagnon. Polynôme caractéristique, on peut écrire ici, vous voyez là j'ai mis le déterminant de la matrice compagnon moins lambda identité. Donc quand vous développez ce déterminant, vous retrouvez bien l'équation caractéristique de la relation de récurrence. Et donc, les racines de l'équation caractéristique, celle-ci, sont exactement les valeurs propres de la matrice compagnon. Et si ces deux valeurs propres, vous les notez lambda 1, lambda 2, alors quand ce sera des équations différentielles, on prendra des notations plus pointues en distinguant le cas réel ou complexe conjugué. Voilà, notons-les simplement lambda 1, lambda 2, puisque là on ne va pas pousser très loin l'étude. Associées à ces deux valeurs propres, qu'elles soient réelles ou complexes, vous avez des vecteurs propres. Alors la forme des vecteurs propres, il faut que ce soit des vecteurs qui soient dans le noyau de cette matrice, et dans le noyau de cette matrice, quand cette matrice est de rang 1. Quand cette matrice est de rang 1, les deux lignes sont proportionnelles, donc il suffit d'avoir un vecteur qui annule la première ligne. Donc vous voyez, 1 lambda, ça va marcher en fait. Ça fera 1 fois moins lambda plus 1 fois lambda, ça va faire 0. Donc 1 lambda 1 du coup, et 1 lambda 2 sont bien les directions propres, enfin des vecteurs propres associés à ces deux valeurs propres. S'il y a une seule valeur propre, c'est le même vecteur. Mais partons plutôt dans l'idée qu'il y a deux valeurs propres, réelles ou complexes, distinctes. Donc à ce moment-là, on a deux vecteurs propres et donc deux modes propres, qui sont deux solutions du système
d'ordre 1 à 2 dimensions de récurrence. Et vous vous souvenez, proposition précédente, si on se restreint à la première composante, on obtient ce que vous avez probablement vu au lycée, ces solutions particulières, lambda 1 puissance n et lambda 2 puissance n. Vous voyez la première composante ici, qu'on retrouve là, la deuxième composante ici, qu'on retrouve là. Donc, ces solutions particulières du lycée, en fait, lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est la première composante du mode propre. En fait, c'est pour ça que dans le chapitre équation différentielle, j'avais directement appelé ça, par un peu un abus de langage, directement appelé ça des modes propres. En fait, les vrais modes propres, c'est les modes propres vectoriels, c'est cela. Et là, vous voyez, on a vraiment plus que préparé le terrain. Ce sera du gâteau de retraduire tout ça, ce sera tout pareil, à temps continu, pour les équations différentielles. Et vous comprenez que par rapport au fait d'avoir simplement une expression des solutions avec ce lambda 1, lambda 2, pour le système, on va pouvoir décrire le comportement des solutions dans le plan R2. Donc ce sera plus visuel, plus géométrique. Voilà, c'est une autre approche, un autre point de vue. Et qui dit autre point de vue, dit point de vue complémentaire qui forcément va nous apporter des informations en plus, en mieux, différentes. Donc c'est intéressant. Et ce sera encore beaucoup plus intéressant à temps continu pour les équations différentielles. Et on a terminé pour ce paragraphe. Et regardez, il ne reste plus qu'un tout petit paragraphe. C'est la même chose, mais au lieu que ce soit à l'ordre 2, on va le regarder à l'ordre quelconque. Ça va être très rapide, on ne va pas en dire grand-chose. On y va. Vous voyez, donc c'est un complément hors programme, donc vous pouvez zapper ça complètement, mais c'est juste un slide. Ça consiste juste à vous montrer à quoi ce qu'on a fait précédemment ressemble lorsqu'on est non plus à l'ordre 2, mais à l'ordre D. D étant supérieur ou égal à 1, enfin si D égale 1, ça n'a pas grand intérêt, on est dans R, disons supérieur ou égal à 2, disons. Mais pour D égale 2, on vient de le faire, donc même D supérieur ou égal à 3, on pourrait dire. Donc voilà à quoi ressemble la relation de récurrence d'ordre D, récurrence linéaire à coefficient constant, avec les coefficients A1, AD. Et bien, cette relation de récurrence, elle est équivalente au sens de la proposition qu'on a énoncée en dimension 2 qu'il faudrait adapter en dimension D, équivalente à ce système de D, relation de récurrence linéaire couplée, qui est le système associé à la matrice compagnon de cette relation de récurrence. Et la matrice du compagnon, voilà la forme qu'elle prend. En fait, c'est vraiment la généralisation de la forme précédente en dimension 2, mais voilà la forme que ça prend explicitement avec des 1 au-dessus de la diagonale et sur la diagonale de 0, sauf en bas. Et la dernière ligne contient les coefficients de la relation de récurrence. Et vous pouvez le vérifier si vous essayez de le faire, vous y arriverez sûrement, d'adapter la proposition précédente, qui est de dire que à toute solution de la relation de récurrence, il y a une solution du système, et vice-versa. Pour passer d'une solution du système à la relation de récurrence, vous gardez que la première composante, et pour passer d'une solution de la relation de récurrence à une solution du système, vous ajoutez à la première composante la valeur à l'étape d'après, et d'après jusqu'à n plus d-1 ici. Voilà. Mais le plus important, c'était de le faire pour d égale 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plus important, c'est de le faire à temps continu. Et à temps continu, c'est bien les équations du deuxième ordre qui sont les plus importantes à cause de la mécanique, à cause de la relation fondamentale de la dynamique et même de l'électrocinétique. Souvent, pour décrire le monde réel, on a besoin d'équations du deuxième ordre. Et on a terminé cette première vidéo de présentation du dernier chapitre d'algèbre linéaire. Merci et bravo pour avoir été jusqu'au bout.